Bonjour à tous. Nous allons commencer. Il est moins le quart. Merci d'être présents. Je vais déjà vous dire un peu comment va se passer la soirée, et puis je vais présenter donc notre association, la monnaie locale complémentaire de leur centre, qui est issue en fait de l'association CTCE Alternatiba, qui est celle qui a monté un Alternatiba, un village des alternatives sur Évreux, le 12 septembre 2015. Il n'y a pas un peu d'écho? Non, ça va. Ah là, c'est mieux? Oui, bon. Non, d'accord, pardon. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons un projet. Si nous avons créé cette association, MLC EC, c'est pour faire venir en fait l'Aniel, qui est la monnaie locale de Rouen, sur Évreux, et de porter ce projet sur Évreux et sa région. Et nous ne sommes pas les seuls, puisqu'à Louviers et à Bernay se prépare un projet également. Aujourd'hui, nous avons fait venir Nicolas Brier, qui a participé au montage de la Gonette à Lyon, qui est une monnaie locale qui marche très bien, et pour laquelle maintenant même il travaille, puisque tu es diplômé d'une école du web de Paris, et donc tu es pas mal spécialisé sur cet aspect des choses. Voilà, nous allons dérouler la soirée en 3 temps. Un premier temps avec un exposé par Nicolas. Ça va durer à peu près 3/4 d'heure. Après, 2 personnes de notre association vont vous expliquer un peu où on en est, nous, dans notre projet local à Évreux. Et on aura un temps de questions et de débats. Et il se trouve que nous avons la chance ce soir d'avoir une déléguée régionale à l'ESS, enfin l'économie sociale et solidaire, parmi nous, qui pourra nous parler aussi de ce qui se passe au niveau de la région, puisqu'il y a un gros volet régional dans ces projets de monnaie locale aujourd'hui en Normandie. Donc c'est Madame Linda Delahalle, voilà, qui nous donneront la parole à un moment. Je vais donc maintenant donner la parole à Nicolas Brier. Merci. Bonsoir à tous, je teste le micro. Bon, je suis très content d'être là en tout cas. Je suis arrivé de Lyon tout à l'heure. Il y a un petit peu d'écho effectivement, mais ça va, c'est gérable. Bon, alors moi, en fait, maintenant que vous savez qui je suis, moi j'aimerais bien savoir qui vous êtes aussi, si ça vous dérange pas, hein, un petit jeu de chauffe. Non, alors j'aimerais savoir, je vous demande de lever la main quand je pose des questions, si ça vous concerne. Alors, qui vient de Évreux? Levez la main. Ok, baissez la main. Qui vient de plus de 50 km d'Évreux? Levez la main. 2, félicitations, merci d'être venu. Vous venez d'où alors? De Caen, merci beaucoup. Après, savoir un peu qui a participé à Alternatiba dans l'organisation. Très bien, félicitations. Qui a déjà utilisé une monnaie locale? Des pionniers, il y en a 5. Félicitations. Et puis, il y a aussi, je sais qu'il y a des personnes donc, de collectivités. Qui est-ce qui est élu local ou maire ou salarié d'une collectivité? 2? C'est tout? Félicitations. Non, c'est bien d'avoir des citoyens. Les monnaies locales, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça met en lien les élus, les commerçants, les citoyens, il y a même les banques. Donc, c'est vraiment un super outil pour rassembler tout le monde autour d'un projet, en fait. Alors, écoutez, j'ai que 45 minutes, alors je ne vais pas trop épiloguer, parce que j'ai une présentation. Donc le titre ce soir, la présentation, c'est « Changer la monnaie pour changer le monde ». Voilà, tout simplement. Mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et donc, comme ça a été dit, moi je suis salarié à la Gonette, donc c'est la monnaie locale de Lyon, qui a démarré il y a 2 ans. On a le même âge que l'Aniel de Rouen, donc c'est intéressant de voir, de se suivre mutuellement. Et puis je vous propose de commencer tout de suite parce qu'il y aura une séance de questions-réponses après.
Alors, d'abord, en fait, j'aimerais bien vous montrer en fait, ce que j'aimerais, c'est vous montrer le contexte justement dans lequel ont émergé les monnaies locales en France. Donc, je ne vais pas vous parler que de Lyon, je vais vous parler de toute la France, même l'Europe occidentale, hein, parce que ça se développe un peu partout. Alors, les banksters, voilà, au centre. Et attendez, j'ai besoin de mon... C'est pas mes lunettes, mais c'est bon. Les banksters, c'est eux, hein, vous les avez reconnus. En fait, non, ça a démarré, les monnaies locales ont démarré beaucoup parce que la finance, donc on a besoin de la finance, hein, mais c'est juste que la finance a légèrement dérivé ces 50 dernières années parce que la finance était très utile et toujours très utile pour financer l'industrie, financer l'économie, mais la finance a glissé ces 50 dernières années pour faire de plus en plus de spéculation. C'est-à-dire qu'on a changé de temporalité. Avant, la finance était dans le long terme. Aujourd'hui, la finance est dans l'ultra court terme. On gardait une action en moyenne pendant 12 ans au début. Maintenant, on garde une action en moyenne pendant 12 minutes. Vous voyez. Donc, en fait, la finance, elle a glissé. Donc, quand on parle de finance, il faut savoir de quelle finance on parle. Et celle que les monnaies locales dénoncent, c'est vraiment la finance très ultra court-termiste, spéculative, qui déstabilise tout, les entreprises et les États, et en fait qui non seulement ne soutiennent plus tellement l'économie, mais même la déstabilisent. Donc en fait, les monnaies locales ont enfin en tout cas un de leurs rôles, c'est vraiment de faire de la pédagogie pour comprendre la finance et puis pour remettre la finance à sa place en fait. Remettre l'église au milieu du village, parce qu'on a besoin d'une finance qui soit responsable et qui soit au service. Et comme on a besoin de banques responsables. Donc en fait, mais tous ces scandales du LuxLeaks, les SwissLeaks, voilà, il y en a beaucoup, l'influence de Goldman Sachs un peu partout, le shadow banking, enfin voilà, je vais pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais le clou du spectacle, ça a été quand même la crise de 2008, parce qu'il y avait eu plein de scandales, mais en 2008, ça a été un peu le point de basculement. Je pense que vous vous souvenez à peu près de 2008. Hein. Là, donc, c'est Lehman Brothers. Ils sont en train de décrocher l'enseigne parce que Lehman Brothers venait de tomber. Et donc, beaucoup de croyances sont tombées pendant cette période, puisque jusqu'à ce moment-là, on pensait que la finance s'autorégulait, que c'était quelque chose de magique, où voilà, les flux financiers étaient gérés par la main invisible. Et la deuxième croyance qui est tombée, c'est que justement, les banques comme Lehman Brothers étaient considérées comme too big to fail. C'était des banques tellement grosses qu'elles ne pouvaient pas s'effondrer. Et malheureusement, il y en a une qui s'est effondrée. Donc voilà, il y a une croyance qui est tombée avec elle. C'était celle-ci. Et la chute de Lehman Brothers a déclenché une panique mondiale qui fait que tous les États étaient vraiment en panique. En fait, c'est à ce moment-là, moi, de formation, je suis chimiste. À ce moment-là, je travaillais dans l'industrie pharma et du coup, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Mais c'est à ce moment-là que moi, je me suis réveillé financièrement et j'ai voulu comprendre ce qui se passait en fait. Une banque qui fait faillite, je ne voyais pas pourquoi c'était une telle panique. Voilà. Des entreprises qui font faillite, il y en a quand même pas mal souvent. Et pourquoi est-ce que là, c'était particulier? Et du coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une subprime. Je ne savais même pas ce que c'était que ça. Donc j'ai essayé de comprendre ce que c'est qu'un produit dérivé, ce que c'est qu'une titrisation, ce que c'est qu'est-ce qui différencie une banque comme une banque d'investissement d'une banque de dépôt. Donc j'ai commencé à vraiment creuser en tant que non initié pour essayer de comprendre. Et voilà, donc je suis pas le seul à m'être réveillé, heureusement. Donc il y a plein de petits copains qui se sont réveillés en même temps que moi. Donc il y a eu un mouvement qui s'appelait Occupy. Donc là c'est Occupy Wall Street. Il y a eu des Occupy dans toute la France, dans toute l'Europe. Et ça, c'est des mouvements citoyens qui veulent occuper l'espace pour justement ne plus être victimes d'un système qu'ils ne comprennent même plus, mais qui veulent reprendre leur place de citoyens. En fait, c'est comme si des agoras grecs s'improvisaient. En fait, c'est ce qu'on a vu aussi en Espagne avec le mouvement des indignés en 2011, et ce qu'on a vu en France l'an dernier avec le mouvement donc j'ai oublié le nom. Nuit debout, voilà, je vous remercie. Nuit debout, c'est ça, c'est pareil, c'est des agoras qui s'improvisent parce qu'il y a un besoin, il y a une crise démocratique, il y a un besoin de discuter en fait, de se rassembler sur la place publique et puis pour parler de ce qui se passe et de s'organiser en fait. Donc parmi toutes mes recherches des 10 dernières années, donc j'ai comme vous, hein, j'ai participé à plein de ciné-débats, j'ai participé à plein de conférences, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de documentaires et du coup
j'ai identifié en tout cas 6 problèmes principaux dans la finance. Donc je me propose de vous les partager ce soir. Alors, le premier, c'est la concentration du pouvoir essentiellement auprès des multinationales, des grandes entreprises. Là, bon, l'exemple, c'est qu'on voit... Donc là, c'est l'industrie agroalimentaire. Hein. Donc on a une impression de grande diversité hein, dans les supermarchés. Il y a plein de marques différentes. Mais c'est vrai que quand on tire les fils, on se rend compte qu'en fait, toutes ces 200 entreprises appartiennent en fait à 10 groupes multinationaux, dont Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's, Mars, voilà, des noms qu'on connaît bien. Et le problème de ça, c'est que quand des entreprises deviennent si puissantes et si riches, elles commencent à court-circuiter légèrement la démocratie, puisqu'elles ont les moyens de... On le verra dans les diapos suivantes, mais elles ont des moyens immenses. Elles deviennent, certaines entreprises, comme Coca-Cola, Coca-Cola est sûrement plus riche que beaucoup de pays dans le monde. Vous voyez, donc, ça pose, bon, en tout cas, ça pose des questions à discuter. Hein. Et en fait, si les entreprises grossissent tout le temps, c'est parce que la notion de fusion-acquisition, c'est quand deux entreprises fusionnent entre elles, c'est extrêmement lucratif pour les actionnaires et pour les banques d'investissement. Donc, il y a une grande tendance à faire converger les entreprises parce que tout le monde veut s'enrichir. Mais au final, ces entreprises deviennent ingérables et plus une entreprise grossit et plus elle devient anonyme, en quelque sorte. Plus elle est multinationale et plus elle est apatride, elle n'a plus aucune attache à aucun pays. Et plus une entreprise grossit et plus elle pose problème à la communauté, puisque... On le voit quand elles ne veulent plus payer leurs impôts, les notions d'environnement, elles sont dans une logique d'optimisation et elles n'ont plus aucune notion de valeur en fait, puisque les valeurs font, même si sur leur site web il y a plein de valeurs, mais en fait dans la gestion interne, le principal indicateur c'est vraiment le profit. Et en fait, et en plus, un autre problème qui n'est pas vraiment de leur faute, là pour le coup, c'est que ces grandes entreprises sont toutes cotées en bourse et elles appartiennent aussi à leurs actionnaires. Et du coup, elles doivent rendre des comptes aux actionnaires. Et les actionnaires, ils veulent des rendements maximaux. Ils veulent pas... Ils s'en foutent de l'environnement. Ils veulent juste avoir leurs 10% tous les ans. Et donc, ces entreprises sont aussi coincées. En fait, tout le monde est coincé, y compris elles. Hein, dans une logique où où les chefs d'entreprise, s'ils ne donnent pas les résultats escomptés, ils sont retirés et remplacés. Donc, voilà, on est coincé dans une logique. C'est pour ça qu'en fait, je suis pas là pour dénoncer vraiment qui que ce soit, mais pour dénoncer un système qui est en place maintenant et qui pose problème. Donc, le deuxième problème, c'est lié du coup au premier, hein, c'est la notion d'évasion fiscale, c'est que ces grands groupes, eh bien, ils optimisent justement l'optimisation fiscale. Hein, eux, ils l'appellent comme ça. C'est nous qui l'appelons évasion fiscale. C'est-à-dire que comme ils sont à cheval sur 15 pays différents, eh bien, ils vont mettre leur siège social à l'endroit où au niveau fiscalité, c'est le plus avantageux pour eux. Et du coup, il y a eu notamment un des scandales en Europe, c'est que le Luxembourg, qui est un pays respectable, a des accords très avantageux pour les multinationales qui, du coup, la plupart sont enregistrés pour la partie européenne, en tout cas au Luxembourg. C'est le cas de Facebook, de Google, je sais plus, Amazon, je pense, Ikea. Voilà, et du coup, elles payent très très peu d'impôts alors qu'elles utilisent toutes les infrastructures de toute l'Europe. Oui, les routes, les systèmes de communication, voilà, tout ça, ça a un coût et en fait, elle joue pas collectif pour le coup. Elle profite un maximum sans payer, voilà, sans contribuer. Et l'évasion fiscale, pour donner des chiffres, c'est qu'en France, c'est environ 50 milliards qui échappent au fisc français. Donc c'est juste pour comparer, le trou de la Sécu, c'est 12 milliards. Donc on nous parle beaucoup du trou de la Sécu, on nous parle moins de l'évasion fiscale. On pourrait boucher le trou de la Sécu 4 fois par an. Voilà. Donc voilà, c'est dommage, mais... Et le troisième problème, c'est... tout est un peu lié, c'est la notion de corruption et de lobbying. C'est encore une fois souvent les mêmes entreprises, hein, les grandes banques et les grandes multinationales qui réussissent à être présentes dans tous les lieux de pouvoir. Notamment, il y a le cas de Bruxelles, qui est un lieu de pouvoir au niveau de l'Europe. À Bruxelles, il y a 15 000 fonctionnaires européens, il y a 20 000 lobbyistes à Bruxelles. Voilà, donc ils sont très présents. Voilà. Donc toutes les multinationales ont au moins une équipe sur place. Ils ne sont pas méchants, hein, ils sont là juste pour donner de l'information.
ils offrent des déjeuners volontiers, ils sont toujours prêts à répondre aux questions, ils sont super serviables, voilà, ils sont voilà. Mais le problème, c'est pas eux, hein. Eux ils donnent leur version des faits, ils ont le droit. Le problème c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, enfin il y a pas de, la plupart des fonctionnaires européens ils ont pas beaucoup de temps. Tout le monde est coincé dans des logiques. Les fonctionnaires ils ont énormément de sujets à traiter, ils n'ont pas le temps, donc ça les arrange bien d'avoir quelqu'un qui leur donne toute l'information pendant un déjeuner. C'est hyper pratique. Et voilà, et du coup les lobbyistes ils essaient de donner une information la plus équilibrée possible. Mais bon, mais effectivement, ils sont payés par une entreprise, donc ils ont quand même, ils peuvent pas être neutres, c'est pas possible. Donc du coup, le problème, c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'au déjeuner, il y ait aussi des représentants de toutes les parties prenantes, et ça, c'est pas facile à gérer. Donc du coup, les fonctionnaires sont un peu biaisés à cause de ça. Bah après, ils sont vraiment serviables parce qu'ils vont même jusqu'à écrire les textes de loi pour vous. Parce que ça prend du temps d'écrire un texte de loi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand ça prend 60 pages, il faut une équipe de 10 pendant 6 mois. Voilà, donc ils fournissent le texte de loi et voilà, et donc le fonctionnaire, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Et le dernier cas en date qui était amusant, c'était le cas du glyphosate, donc le Roundup de Monsanto. Et ben, quand on regarde le texte que la Commission européenne a présenté pour présenter les dangers du Roundup, et ben, c'était quasiment un copier-coller de ce qu'avait fourni à Monsanto, dans l'étude qu'avait fourni Monsanto à la Commission, qui a été copié-collé à 80%. Voilà, donc le problème, il est là, hein, c'est que du coup, c'est tellement simple que on est tenté. Hein, surtout, on nous paye le repas et tout. Voilà. Le quatrième problème, c'est la création monétaire. Donc, on voit Ben Bernanke, le président de la Fed, qui est en train d'imprimer. Hein, voilà. Donc la création monétaire, il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est que les banques centrales, donc, elles impriment beaucoup trop d'argent en ce moment. Surtout depuis la crise de 2008, elles sont passées en mode impression continue quasiment. En Europe, on appelle ça le quantitative easing. En fait, ça se passe pas comme ça. Hein. Ils n'ont pas de planche à billets comme ça, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, ils émettent quand même de la monnaie. Et la BCE, par exemple, la Banque Centrale Européenne, ils ont un indicateur principal, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'ils impriment, tant que ça ne crée pas d'inflation, ils continuent d'imprimer. L'inflation, c'est vraiment, c'est quand les prix augmentent et que du coup, l'argent que vous avez, il perd de sa valeur. Il vous faut payer toujours plus pour avoir le même produit. Donc l'inflation, c'est un vrai problème, notamment les Allemands ont été traumatisés par l'inflation dans les années 30 parce que quand il y a trop d'inflation, ils étaient arrivés à un niveau où pour acheter une baguette, il fallait presque un seau ou une brouette pleine de Deutschmark pour se payer du pain, parce que l'argent valait plus rien en fait. Donc ça a créé une crise tellement grave en Allemagne que ça a créé un terreau favorable pour que le nazisme émerge. Donc effectivement, les Allemands, on comprend, toute l'Europe a été traumatisée par ça. Donc l'inflation, c'est un vrai problème. Mais l'autre problème, c'est que là, du coup, les banques centrales impriment en continu, la Fed et la BCE, et que ça crée plus d'inflation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce que ça veut dire, c'est que finalement, les banques centrales, elles injectent de l'argent dans les marchés financiers via les banques, et que l'inflation, elle est mesurée dans l'économie réelle. Et que finalement, ça n'a aucune incidence dans l'économie réelle. Donc en fait, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. C'est que l'argent, en fait, il n'arrive plus jusqu'à nous. Il est parasité, court-circuité, happé, et en fait, nous, on a des miettes, en fait, dans l'économie réelle. Donc ça, c'est le premier problème. C'est qu'il y a comme deux sphères qui sont étanches. Il y a les marchés financiers et l'économie réelle. Et le deuxième problème, c'est que les banques centrales, en fait, ne créent que 10% de la monnaie. Et ça, il n'y a pas grand monde qui comprend ça. Moi, il m'a fallu 3 ans, donc j'en veux à personne. Mais c'est qu'en fait, la monnaie est créée à 90% par les banques commerciales sous forme de crédit. C'est-à-dire que vous empruntez pour acheter votre appart 200 000 euros, donc la banque vous prête cet argent, mais cet argent, elle ne vient pas des coffres de la banque. C'est une écriture qui est faite sur le compte. Et ensuite, quand vous allez le rembourser sur 25 ans, l'argent, il va être détruit par la banque, donc elle a l'obligation de le détruire ensuite. Mais par contre, les intérêts ne sont pas détruits. Les intérêts, par contre, c'est pour la banque. Donc en fait, les banques commerciales, elles ont obtenu un privilège d'émettre la monnaie. Ça pourrait être très bien géré par des assos. Hein. Nous, à la Gonette, on pourrait gérer les crédits. Enfin, ça demande des compétences, ça j'entends, mais voilà, c'est quand même un privilège puisqu'elles se font de l'argent sur un droit qu'elles ont reçu. Et surtout, le problème, c'est que
c'est que finalement, c'est les banques commerciales qui décident qui va recevoir un crédit ou pas, selon leurs propres critères à elles, qui est souvent un critère de risque, souvent. Mais du coup, si au niveau de la politique nationale, on veut soutenir l'agriculture biologique ou les énergies renouvelables, eh ben c'est au bon vouloir des banques commerciales. Si elles refusent le crédit, ben du coup, l'agriculture bio, elle va être un peu coincée. Donc, ça pose encore une fois des problèmes de démocratie. C'est qu'il n'y a pas eu de débat public on ne sait pas comment on est arrivé à cette situation, en fait, où les banques commerciales gèrent la création de monnaie qui est quelque chose d'hyper important. Celui qui crée la monnaie, voilà, il a un avantage stratégique, voilà, sur les orientations sociétales. Voilà. Certainement autant de pouvoir que le gouvernement. Le problème suivant, c'est la dette publique. Je pense que vous en avez entendu parler aussi, hein, ça c'est un peu plus familier. Donc la dette publique, l'année qui a été clé, c'est les années 70. Pour la France, c'est 1973. Mais encore une fois, à l'époque, c'était une bonne idée, ou une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on pensait à l'époque que c'était une bonne idée, puisque on avait remarqué que quand on laissait le pouvoir de création monétaire aux États, via leur banque centrale, eh bien, les gouvernements avaient tendance, pour des raisons électoralistes, pour se faire réélire, ils avaient tendance à émettre un peu trop d'argent un an avant la réélection pour satisfaire tout le monde. Et du coup, ça avait tendance à créer de l'inflation. Donc c'est un vrai problème. Mais le fait, du coup, on a dit il faut retirer le pouvoir de création monétaire aux États. Et à l'époque, on était encore convaincu que les marchés financiers étaient la magie, la main invisible. Hein, vous vous souvenez que les marchés financiers s'autorégulaient et vraiment optimisaient la régulation. C'était bien mieux géré par les marchés que par un gouvernement. On était vraiment dans cet état d'esprit à l'époque. Donc on s'est dit, faire ça, c'était une bonne idée à l'époque. Voilà. Sauf que le problème, c'est que là sur la courbe rouge, c'est la dette calculée si les crédits étaient faits sans taux d'intérêt. C'était le cas avec la Banque centrale, la Banque de France à l'époque. Les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Et du coup, si on était resté comme avant, on aurait une dette qui était un peu assez stable en fait. Hein. Et en fait, le fait que ce soit géré par les banques commerciales, ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a des taux d'intérêt beaucoup plus conséquents. Et si la dette est en train de s'emballer, c'est essentiellement à cause des taux d'intérêt et des taux qui s'emballent en fait, qui font que la dette, elle a une tendance à grandir en permanence. Et dans nos groupes de réflexion, on est même arrivé à la conclusion que si on a une obsession de la croissance dans nos sociétés, et ça je pense que vous aviez remarqué aussi, c'est qu'en fait, comme la dette, elle croît en permanence, et ça on ne peut rien y faire, c'est-à-dire que quand on paie donc la dette publique, le remboursement de la dette en France, c'est 60 milliards par an. C'est le premier poste budgétaire de la France depuis quelques années, devant la défense, devant l'éducation nationale. Donc c'est vraiment conséquent. Et quand on rembourse 60 milliards par an, c'est uniquement les intérêts. C'est-à-dire qu'on ne touche même pas au principal de la dette. C'est-à-dire qu'on ne résout pas le problème et c'est déjà lourd. Hein, vous voyez. Et ça c'est dû au taux d'intérêt et au fait qu'on emprunte sur les marchés financiers. Et je rajouterais j'ai pensé à 2 problèmes dans le train, parce qu'en fait j'en ai mis 6, mais il y en a plus que ça. Et en fait, prochaine conférence, j'en mettrai 8, parce que le problème suivant, c'est que justement les marchés financiers, ils ont des analystes, des gens qui analysent, et principalement c'est les agences de notation. Il y en a 3, c'est Fitch, Moody's, Standard & Poor's, qui sont toutes les 3 basées à New York. Et en fait, ces agences, elles évaluent les dettes des différents États et des différentes entreprises, et elles donnent leurs analyses, et elles donnent des notes. Voilà. Et selon votre note, donc c'est triple A, double A, AB, voilà, donc il y a des notes. Et si votre note baisse, c'est-à-dire qu'on considère que votre dette, elle est risquée, et du coup, pour emprunter de l'argent, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc plus votre note est mauvaise, plus ça vous coûte cher. Donc en fait, plus vous êtes dans la mouise et plus on vous enfonce. Voilà, mais les marchés, c'est pas de l'humanitaire. Il y a une logique derrière. Et c'est pour ça que la France, notamment, elle est extrêmement vigilante à sa note. Je crois qu'on a encore triple A, ou double A. Mais quelqu'un sait? Non? Vous irez voir. Hein. Donc, en tout cas, la France a une bonne note, hein, c'est sûr. Mais ce qui veut dire que les gouvernements, ils sont extrêmement vigilants à leur note, parce que si leur note, elle bascule, la dette s'emballe encore plus, et là, on est vraiment en difficulté. Donc, c'est-à-dire que les gouvernements aussi sont coincés, parce qu'ils sont obligés d'être plus vigilants au marché financier,
que leurs propres concitoyens, puisque ça aura un impact beaucoup plus direct et immédiat que quelques personnes. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron, il est coincé dans une logique, et tout son gouvernement, parce que quand ils veulent flexibiliser le marché du travail, ça, c'est les marchés financiers qui veulent ça. Ils veulent que les salariés, on puisse les embaucher et les débaucher de manière la plus flexible possible pour optimiser les rapports financiers. Voilà, donc, et c'est pour ça que, en fait, c'était les deux précédents, François Hollande et Sarkozy, c'était pareil. En fait, c'est une logique qui est tellement puissante que peu importe qui sera au gouvernement, je pense que ça va être difficile de sortir de cette logique. Les marchés financiers dictent leurs règles, voilà, et les gouverneurs exécutent. Après, le courage politique permet d'aller plus ou moins loin, mais ils se mettent vraiment en danger. Voilà. Et le problème 6 ans, le dernier, c'est la spéculation. Donc un petit quiz. Alors c'est quoi ce 98.2 ? Alors c'est pas en volume. Si on comptabilisait le nombre de transactions qu'il y a chaque jour, admettons qu'il y ait 100 transactions sur toute la planète en une journée, et ben, il y aura eu 98 transactions dans la sphère spéculative et 2 transactions dans l'économie réelle. Alors moi, si je paye mon coiffeur, c'est une transaction économie réelle. Mais voilà, mais par contre, il faut savoir par exemple, un pétrolier qui est chargé à Riyad, en Arabie Saoudite, et qui traverse l'Atlantique pour aller à Houston, et ben, pendant sa traversée, la cargaison a été achetée et vendue, elle a changé de propriétaire 26 fois. Ouais, non, mais c'est juste pour vous donner un exemple qui parle, parce qu'on se dit, ça fait pas de sens, mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. La spéculation, c'est du court terme. Pendant une traversée, il y avait 26 changements de propriétaire. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la spéculation, elle évolue, puisque en 2010, donc on a toujours l'image des salles de marché, hein, avec des gens qui hurlent, achètent, vendent. Ça, c'est anecdotique. Aujourd'hui, c'est des salles de marché au sein des banques d'investissement. Et de plus en plus, c'est même des grandes banques qui ont des robots, donc des gros ordinateurs qui sont programmés avec des algorithmes et qui font 7000 transactions par clignement d'œil. C'est-à-dire que c'est même pas une seconde. Donc, je vous inviterai à essayer de cligner 7000 fois enfin, ça va très très vite. Et c'est pour ça que, encore une anecdote, parce qu'on ne peut pas comprendre ces chiffres, c'est démesuré, mais il y a beaucoup d'indices. Dans l'algorithme, il y a plein de paramètres, donc des paramètres économiques, mais il y a aussi notamment Twitter est inclus parmi les indicateurs. Et il y a eu en 2011, je crois, il y a eu un tweet de Barack Obama, qui n'était même pas un vrai tweet de lui, qui a déclenché une chute de 10% des marchés financiers aux États-Unis. Ils ont dû éteindre tous les serveurs pendant 1 heure pour réinitialiser. Et ça a été ce qu'on appelle un flash crash. C'est-à-dire qu'un tweet peut déclencher une crise boursière. Parce que tous les robots de toutes les banques sont en interaction. Et que je crois que en fait, les robots, parce que les entreprises, elles sont en guerre les unes contre les autres. Donc en fait, sur les 7000 transactions, il y en a 80%, c'est uniquement du leurre. C'est des faux ordres qui sont annulés immédiatement pour tromper les robots des autres banques. Vous voyez ? Et en fait, ils envoient des faux ordres et de temps en temps, ils en envoient un vrai. Et du coup, il n'y en a que 20% de vrai. Ah non, mais c'est la jungle. C'est la jungle. C'est de la science-fiction et le Far West en même temps. C'est un espèce de mélange. Donc, mais voilà, et donc ça, c'est la finance d'aujourd'hui, c'est la spéculation. Et c'est pour ça que, notamment, en 2010, quand la Grèce était en difficulté, en fait, la Grèce a été... la dette grecque, donc la Grèce était en difficulté, pour de vrai, hein, mais en tout cas, il s'est passé un truc assez significatif. C'est que Goldman Sachs, qui est une banque d'investissement, est allé en Grèce pour les aider à un peu... relooker leur comptabilité. En fait, ils n'ont pas changé la situation, mais ils ont fait en sorte que ça avait l'air mieux, en tout cas en surface. Voilà, donc pour quelques millions, ils ont réussi à faire ça. C'était à l'époque où la Grèce voulait rentrer dans l'Europe. Donc la Grèce est rentrée dans l'Europe grâce à Goldman Sachs. Et ensuite, Goldman Sachs, quelques années plus tard, a quand même partagé cette information, sûrement en buvant une bière dans un bar à New York, avec un pote qui travaillait dans une hedge fund, donc un fonds spéculatif. Et ce qui s'est passé pour la Grèce, c'est qu'il y a 5 fonds spéculatifs qui ont déjeuné ensemble à New York. Hein, c'est une analyste à Genève qui avait raconté ça. C'était une très belle histoire.
Donc ils se retrouvent pour discuter et ils essaient de flairer les bons coups en fait. Voilà, les proies. Enfin, c'est des vautours, hein. Ils cherchent une proie facile sur laquelle ils peuvent s'abattre. Et du coup, la Grèce, à ce moment-là, c'était vraiment une proie pas idéale parce qu'on savait que leur compta était un peu relooké. On savait qu'ils étaient en difficulté financière. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va faire un tir groupé parce que pour attaquer un État, c'est quand même plus difficile qu'une entreprise. Donc, ils se sont regroupés à 5 et ils ont parié massivement sur l'effondrement de la dette grecque. C'est-à-dire que ça, c'est nouveau aussi, hein, ça s'appelle des produits dérivés. C'est-à-dire que dans les années 29, au moment du crash de 29, à l'époque, on pouvait parier uniquement à la hausse. C'est-à-dire que j'achetais des actions chez Ford et j'espérais les revendre quelques années plus tard en espérant faire une plus-value. Donc on a toujours cette image-là en tête. Hein, on achète et on vend et on espère que ça va monter. Et si ça a baissé, bah, j'aurais perdu. Voilà. Aujourd'hui, dans la finance, on peut parier à la hausse, mais on peut aussi parier à la baisse avec les histoires de CDS, CDO. Enfin, on peut en fait, on prend une assurance en fait en cas de chute. C'est-à-dire que voilà. Et du coup, ils ont parié sur c'est collateral debt obligation. Je crois que c'est les CDO. Je suis pas expert, mais donc ils ont acheté des CDO sur la dette grecque. Donc ils ont parié massivement que la dette allait s'effondrer. Et comme ils sont potes aussi avec la presse financière, ils prennent tous, ils sont tous dans le même bar. Hein, voilà, donc du coup, la presse, elle a aussi relayé ça il suffit de relayer tous les 2 jours que la crise de la Grèce, la crise de l'euro, on entendait ça tous les 2 jours dans la presse. Il suffit que Reuters prenne le mot et ensuite toute la presse internationale répète. Hein, parce que la presse, c'est pareil, ils n'ont pas le temps de faire de l'analyse, donc ils copient-collent comme tout le monde, hein, voilà, je dirais. Donc voilà, donc il y a eu une espèce de mouvement. Moi, je me rappelle en 2010, la crise de la dette, on parlait de la crise de l'euro même à un moment donné. Bah, donc, tout ça, ça a été orchestré et du coup, les hedge funds, ils ont fait un super coup, quoi, parce que la dette s'est vraiment effondrée. Mais en fait, c'est les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'on parie sur la chute, mais quand on est suffisamment puissant, on peut déclencher la chute. Et c'est là que la finance spéculative commence à poser un vrai problème historique, en fait. C'est aussi puissant qu'une armée. Hein. Je veux dire, ils auraient envahi la Grèce avec des tanks, bah, ça aurait eu le même effet. Hein. Là, sauf que la personne ne voit rien, c'est totalement opaque et ça a un effet probablement peut-être encore plus puissant que d'envahir le pays. Ouais, donc ça coûte moins cher. Donc voilà, donc la spéculation, c'est un vrai problème et la finance aujourd'hui, c'est ça, quoi. Donc c'est dans ce contexte-là que les monnaies locales sont apparues en disant, bah, nous, on ne veut pas une finance comme ça. Déjà, on voudrait une finance qu'on puisse comprendre et on voudrait une finance qui soit au service des gouvernements, au service des entreprises. Voilà, au service d'un projet de société qu'on choisirait et c'est pas à eux de décider des choix de société. C'est à nous via les gouvernements et voilà et que eux ils aident à financer. Mais heureusement, parce que là je vous sentais un peu démoralisé, mais heureusement il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est les monnaies locales. Parce que ça peut résoudre les 6 problèmes simultanément. Bon, alors vous êtes convaincus là, hein, ouais. Là, vous dites, oui, ben, je demande à voir, mais je vous comprends. Hein. Parce que les problèmes sont quand même assez conséquents. Alors, non, mais bon, c'était un peu la blague. Hein, mais en fait, bon, heureusement, il n'y a pas que les monnaies locales, parce qu'on a besoin de gens qui font du lobbying à Bruxelles pour qu'on taxe les transactions financières. Parce qu'il faut savoir que, ça, c'est plein d'anecdotes, mais c'est que, donc moi, en tant qu'auto-entrepreneur, par ailleurs, je suis taxé, je sais pas, peut-être au moins à 20% hein, sur mes actions, sur mes activités. Les transactions, là, les 7000 transactions par seconde, elles sont même pas taxées. Elles sont, et quand on essaie de les taxer, ils rechignent, ils disent non, mais ça va court-circuiter. Voilà. Et il y a des discussions. D'ailleurs, je crois qu'Emmanuel Macron a soutenu la taxation des transactions financières à Bruxelles. J'espère qu'il sera entendu parce que franchement, ça pourrait résoudre tous les problèmes d'un coup. Hein. On taxe les transactions à même 1%. Je pense qu'on peut financer la transition écologique en 2-2. Hein. On peut éliminer la famine, voilà, isoler tous les bâtiments. Voilà, on pourrait faire une liste. Mais voilà, mais ils n'ont pas envie. Voilà. Et c'est là qu'on voit que la finance est légèrement au-dessus des gouvernements. C'est-à-dire qu'en fait, aucun gouvernement n'est capable d'encadrer la finance. Et comme les gouvernements ne sont pas encore la gouvernance mondiale, on n'a pas l'ONU, à la limite l'ONU pourra le faire, mais l'ONU, on doute qu'ils vont le faire, quoi. Parce que même s'ils voulaient, je ne pense pas qu'ils puissent.
Voilà, donc on a une finance qui est complètement hors de contrôle, qui s'est complètement dérégulée et qui maintenant est comme une espèce de menace au-dessus de nous qu'on essaie de contrôler comme on peut. Et voilà. Et du coup, en tout cas, la proposition des monnaies locales, alors les monnaies locales, elles sont à leur balbutiement, elles ont à peine 7 ans. Donc, mais en tout cas, il faut juste s'accrocher à l'idée en tant que telle. Il faut imaginer les monnaies locales qui décollent et qui réussissent à remplir leur mission. Et en tout cas, en graines, elles sont capables de faire tout ce que je veux vous dire. Donc là, vous êtes impatient, là, je le sens. Donc ça, je l'ai fait dans le train. Attention, j'espère que ça va marcher. Voilà, donc là, je vous ai résumé les 6 problèmes principaux qui vont passer à 8 la prochaine fois. Donc la prochaine fois, il y aura les agences de notation en 7. Et en 8, je mettrai les indicateurs de croissance, enfin les indicateurs de valeur, en fait, plus largement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le PIB, donc c'est l'indicateur principal dans nos pays. Et quand on parle de croissance, donc on a parlé de l'obsession de la croissance, mais on parle de la croissance du PIB, le produit intérieur brut. Et il y a encore l'anecdote de l'Erika, qui est j'allais dire un porte-avions, non, c'est un pétrolier qui s'est échoué au large de la Bretagne, je crois, et donc il y a eu une marée noire. Et en fait, on s'est rendu compte que si on avait embauché des agences pour nettoyer les plages, donc on avait embauché 5000 personnes, bah, ça aurait augmenté le PIB. Donc en fait, les marées noires, c'est bon pour le PIB. Ça augmente la croissance. Par contre, si on avait eu que des bénévoles qui nettoient, comme c'était le cas en grande partie, bah ça, c'est pas bon pour la croissance. Donc en fait, le bénévolat, c'est pas bon. Il vaut mieux embaucher des entreprises. Et oui, en fait, cette notion de croissance via le PIB, ça mène à des contradictions et des incohérences terribles. Genre les accidents de la route, c'est super bon pour le PIB. Voilà. Les incendies, même un ouragan, c'est génial. Ça rase toutes les maisons, il faut tout reconstruire. C'est une mine d'or pour le PIB. Donc vous voyez que le PIB, c'était peut-être bien une certaine époque après-guerre où il fallait tout reconstruire, effectivement. Donc dans ce contexte-là, le PIB était un bon indicateur, mais aujourd'hui, c'est complètement fou, en fait. Donc il y a des gens comme Patrick Vivray ou beaucoup d'intellectuels, de chercheurs qui essaient de proposer des indicateurs multiples, en fait. L'indicateur écologique, un indicateur de bien-être au travail, un indicateur de santé de la population, un indicateur de qualité de l'air. En fait, il faudrait avoir une pléthore d'indicateurs qui font qu'on pourrait parler de croissance, mais la croissance de tous ces indicateurs. Donc là, moi, je pourrais dire que la croissance, c'est quelque chose de bien, parce on sait que ce sera un indicateur de progrès réel. Alors que là, aujourd'hui, la croissance, c'est une catastrophe. Voilà. Donc ça, ce sera le point 8. Mais ils pourraient être traités également par les monnaies locales, parce que les monnaies locales amènent justement tous ces débats qui donnent une compréhension collective qui aide en fait, nos élus locaux, et je pense qu'ils seront d'accord, les élus locaux, ils ont besoin que les citoyens discutent de tout ça et s'organisent, parce qu'eux, ils peuvent derrière s'appuyer sur les collectifs pour porter le message dans les conseils municipaux et autres. Quand c'est porté sur le terrain, c'est beaucoup plus facile à défendre derrière. Donc c'est pour ça que c'est important que nous, on se bouge pour que les élus puissent derrière modifier les lois. Donc là, on en a 6 problèmes. Alors, il faut essayer de remonter à la racine des problèmes. Donc la racine de ces 6 problèmes, c'est essentiellement, on l'a vu, porté par les multinationales et les grandes banques. Donc c'est pas votre agence caisse d'épargne au coin de la rue qui pose problème, c'est vraiment, ça se passe au niveau national, voire même international. Donc on a un problème qui passe par le fait que les entreprises sont devenues beaucoup trop grosses et les banques sont devenues beaucoup trop grosses et tellement grosses qu'en fait, en tant que citoyen, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et c'est là qu'on a une idée de génie, les citoyens réunis avec des tonnes de cercles de parole et de débats, en se disant mais comment est-ce qu'on peut faire pour neutraliser c'est Frankenstein, c'est-à-dire que c'est une machine qui a été créée par l'homme et qui est devenue hors de contrôle et qui menace de tuer son propre créateur, parce que ça menace y compris les gens qui y travaillent. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on peut faire pour les neutraliser, puisqu'on ne peut pas les encadrer par la loi, ça c'est exclu pour l'instant. Et l'idée géniale, c'est que justement, leur carburant, c'est la monnaie. Toutes ces entreprises, elles sont financées par l'argent, d'accord. Et c'est exactement là qu'on peut les court-circuiter. Le point de levier est au niveau de la monnaie elle-même. Voilà. Donc l'euro, un petit exemple que vous êtes familier, je pense, avec celui-ci.
Et ben, on peut créer des monnaies différentes. Là, c'est le 20 gonnettes. Et en fait, la monnaie, en fait, c'est quelque chose de mécompris. Hein. La monnaie, c'est quelque chose, on ne se rend pas du tout compte, mais la monnaie, c'est un point de levier gigantesque, parce que chaque monnaie détient, c'est ce qu'on appelle une architecture invisible. C'est-à-dire, chaque monnaie, en fait, impacte toute la société, et chaque monnaie comporte des règles. Donc les règles de la monnaie, elles sont déterminées chez nous, je ne saurais même pas dire, je pense que c'est la BCE ou les banques centrales qui fixent les règles, notamment les taux d'intérêt, des choses comme ça, l'impression. Et en fait, les monnaies locales, elles ont le même fonctionnement. Elles fonctionnent exactement comme l'euro, hein, c'est-à-dire on va dépenser dans les commerces. Elles ont la même valeur faciale. Sur 20 gonnettes, ça vaut 20 euros. Donc elles fonctionnent de la même manière. La seule différence, c'est que la gonnette, elle a une charte de valeur qui est assez exigeante au niveau de l'environnement, du social, de l'économie de proximité, de la culture, y compris de la gouvernance, la notion de démocratie. Tout ça, c'est en fait, les monnaies locales, c'est un programme politique. En fait, si les monnaies locales réussissent à s'installer durablement dans l'écosystème, elles ne veulent pas remplacer la monnaie nationale, hein, je rassure tout le monde, mais elles veulent travailler en partenariat avec l'euro pour le compléter là où il est défaillant, et notamment au niveau des valeurs. Voilà. Et si les monnaies locales réussissent à s'installer, la société va changer de manière automatique, puisque les monnaies locales vont de pair avec tout un tissu économique et des utilisateurs, et toutes ces personnes partagent les valeurs de la monnaie locale. Donc en fait, la monnaie locale, ce n'est pas elle qui va faire la transformation, mais en fait, elle rend visible le réseau existant et elle le démultiplie. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand il y a suffisamment de personnes qui ont été mises en synergie, et ben, toute la société bascule spontanément, puisqu'en fait, il y a assez de gens qui portent ces valeurs pour que en fait, ça bascule. Voilà, donc en fait, c'est un catalyseur. Et voilà, et maintenant, ça va, vous êtes convaincus? Oui. Maintenant, le défi, c'est vraiment qu'il y ait suffisamment de personnes qui le fassent. D'accord? Et c'est là que l'équipe Aniel vont être confrontées à ça, et peut-être la région Normandie aussi. Enfin, c'est vraiment la question de réussir à expliquer tout ça au grand public, parce que c'est tellement un non-sujet, la monnaie, que non seulement avoir l'occasion d'en parler et de réussir à expliquer tout ça parce que là c'est royal, j'ai 45 minutes, mais souvent ça se passe dans l'ascenseur ou à la pause café. Vous n'avez pas le temps de sortir votre diaporama, donc il faut réussir à être assez synthétique, convaincant, et de réussir à expliquer simplement pourquoi c'est intéressant. Et là, je pense que mon temps est en train de s'écouler, je vais accélérer pour ne pas stresser l'équipe de l'Aniel, justement. Mais justement, en tout cas, c'est là que sont nées les monnaies locales en France, en 2010, justement après la crise de 2008. Ça a été l'événement déclencheur. Donc, en fait, ça a été très vite. Donc, ça a commencé à Villeneuve-sur-Lot, avec l'abeille, qui s'est inspirée de l'Allemagne. Et aujourd'hui, ensuite, il y a eu... en gros, maintenant, il y en a une quarantaine en circulation. Et il y en a une trentaine en projet. Alors, ces chiffres fluctuent, parce qu'en fait, c'est dur de savoir exactement, parce que ça bouge beaucoup. Mais c'est des chiffres indicatifs, c'est à peu près ça. Et ce qui est en fait énorme, hein, parce que les premières monnaies locales n'avaient aucun soutien financier. C'était vraiment 100% bénévolat. C'est uniquement vers 2010-2011 que les collectivités ont commencé à financer, notamment le Sol Violette à Toulouse. Et du coup, ça a démarré de manière spontanée et ça continue de se développer. Il faut savoir que ça se développe dans une douzaine de pays en ce moment. Des monnaies comme l'Aniel ou la Gonette, il y en a à peu près 200. Et il y en a 40 en France. C'est-à-dire que la France est en pôle position sur les monnaies locales. C'est en France qu'il y a la dynamique la plus forte. Et derrière nous, c'est les Anglais qui en ont une douzaine. Et ça veut dire qu'il y a... Et ça, c'est important parce que grâce à ce travail en réseau, parce qu'on travaille vraiment de manière collaborative, on a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, les monnaies complémentaires soient reconnues dans la loi en France et soient même acceptées dans les collectivités. C'est-à-dire une mairie peut recevoir de la monnaie locale. Il y a encore des verrous juridiques à faire sauter pour qu'elle puisse maintenant l'utiliser pour payer, par exemple, les salariés des collectivités ou payer même des subventions partiellement en monnaie locale. Il y a encore des choses à modifier, mais justement le fait qu'on soit si nombreux, ça facilite énormément le travail de lobbying, parce que le lobbying, voilà, nous aussi on peut faire du lobbying pour ajuster les lois. Donc il y a, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, ça c'est les 6 raisons qu'on propose à Lyon quand on donne des présentations de la Gonette.
Donc on a beaucoup de poussins dans notre, dans notre charte graphique. Voilà, on les aime bien. Donc la première bonne raison des monnaies locales, c'est justement ça colmate l'hémorragie, parce que du coup, il y a beaucoup de richesses dans nos territoires, mais l'argent, il fuit. Il fuit par la dette, on l'a vu, par la spéculation. Même l'épargne, c'est une forme de fuite, hein, puisqu'on retire de l'argent du circuit, même si l'épargne, c'est pas négatif en soi, mais les paiements en ligne, quand j'achète sur Amazon plutôt que d'aller à ma librairie, bah voilà, ça c'est de l'argent qui quitte votre territoire pour partir loin, voire très très loin. Et souvent, vous le reverrez jamais, cet argent. Donc les paradis fiscaux, c'est pareil, c'est une fuite de capital via l'argent qui ne rentre pas dans les impôts. Et voilà, donc en fait, il y a de l'argent qui part de tous les côtés. Et il y a les Anglais, ils ont fait une bonne étude qui montre si vous allez dépenser dans un supermarché ou dépenser dans une petite épicerie locale, et ben dans l'épicerie, je ne sais plus les chiffres, mais en gros, dans l'épicerie, il y avait au moins 2 fois plus d'argent qui restait coincé, qui restait sur le territoire, en fait. Dépenser local, c'est super important, mais la difficulté, c'est de reconnaître qui sont des vrais acteurs locaux, parce que les multinationales, elles sont quand même assez douées, hein. Vous avez vu comme Carrefour crée du Carrefour City, du Carrefour Market, ils font même du Carrefour Bio maintenant. Ils font des magasins de plus en plus petits parce qu'ils savent qu'on veut des petites échoppes au coin de notre rue. Et notamment Naturalia, qui est une épicerie bio, où c'est des très bons produits bio, mais sauf que Naturalia, ça appartient au groupe Casino. Donc si on n'est pas informé, eh ben, on a l'impression de soutenir un petit réseau local d'épiceries biologiques. Alors que Biocoop, c'est un vrai réseau coopératif. Ouais. Et les monnaies locales, on n'a pas tous le temps de faire de la recherche pour découvrir tout ça, mais les monnaies locales, ça vous permet vous avez juste à vous préoccuper de payer en monnaie locale, et tout le travail de recherche, il est fait par le réseau, en fait. Donc ça vous fait gagner du temps. Donc voilà, donc le deuxième point, le bon point, c'est que justement, quand vous payez en monnaie locale, ça soutient tous les acteurs locaux qui sont indépendants, qui portent des valeurs, qui se démènent souvent et qui sont souvent au bord de la faillite, parce que c'est très difficile de lancer une entreprise de nos jours. Voilà, donc à chaque fois que vous prenez des monnaies locales et que vous allez être obligé de dépenser chez eux, parce que vous ne pourrez pas le dépenser ailleurs, et du coup, ça vous invite à avoir des bons comportements. Même souvent, les gens qui prennent la monnaie locale, elle est déjà dans ces magasins, mais faites-le quand même, parce qu'il y a des effets collatéraux qu'on verra après. Et puis c'est quand même positif, parce que cet argent, vous le dépensez à la Biocoop, mais la Biocoop, les monnaies locales ne peuvent pas aller à la banque, donc l'argent circule de main en main, parce que les Biocoop même les Biocoop ne sont pas toutes dans les banques éthiques, et du coup l'argent, on perd la trace même quand on met à la caisse d'épargne ou à la banque postale, il y a toujours une partie de l'argent qui finit sur les marchés financiers. Donc il faut éviter de mettre l'argent à la banque quand ce n'est pas nécessaire. L'autre point intéressant, c'est que les monnaies locales, elles soutiennent l'émergence des circuits courts, puisque moi je vais dépenser à l'épicerie. L'épicerie, qu'est-ce qu'elle va faire de mes gonettes? Elle va être obligée de le dépenser. Elle va peut-être payer son comptable, parce qu'à la gonette, on a 2 comptables qui prennent la gonette. Voilà, du coup, elle va peut-être changer de comptable pour écouler ses gonettes. Et le comptable, lui, il va peut-être payer son pain. Ouais, donc, vous voyez comme ça force un peu, c'est un peu contraignant au départ, mais ça incite à tisser ce réseau local de circuits courts. Et il faut savoir que quand on fait donc dans ma vie précédente où je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, dans la neurologie, le cerveau fonctionne par connexion, hein, les neurones. Internet fonctionne également par connexion. Tous les systèmes intelligents sont basés sur des réseaux de connexion entre les différents points. Plus on va réussir à connecter le système de tous les acteurs locaux, plus le système va devenir intelligent, et du coup l'intelligence, c'est la démocratie. Plus on va pouvoir rapidement s'organiser, coopérer et reprendre le contrôle de nos vies, quoi, et pas laisser le contrôle à Wall Street sur nos vies. Donc il y a plein d'effets vraiment fondamentaux dans les monnaies locales, hein. L'autre effet collatéral, c'est que justement, on le verra dans un schéma que je vais vous montrer, c'est que là, actuellement, on a 100 000 gonettes en circulation, et comme on a l'obligation d'avoir un fonds de garantie pour pouvoir rembourser toutes les gonettes du jour au lendemain si on décidait d'arrêter, et du coup, cet argent, on le met dans une banque, on ne va pas le laisser sous un matelas, donc... Et du coup, le choix de la banque est vraiment essentiel, puisque on veut une banque qui porte les mêmes valeurs, sinon ça n'aurait pas trop de sens. Et du coup, on soutient les banques. Donc les banques, pour les meilleures notes selon les Amis de la Terre, c'est la NEF, le Crédit Coopératif, le Crédit Municipal, qui ont en vert dans le classement. Les banques intermédiaires, c'est la Banque Postale, la Caisse d'Épargne, tout ce qui est BPCE,
crédit mutuel et autres. Et les banques, donc ça c'est les oranges, et les banques rouges, c'est vraiment Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais. Voilà, donc elles sont pas, c'est graduel, hein, mais vraiment, donc il faut, et aucune banque n'est parfaite, même la nef, hein, mais en tout cas, il faut toujours aller dans la banque la plus transparente possible pour aussi inciter les acteurs bancaires à pouvoir aller plus loin, parce que la nef, en fait, elle aimerait aller plus loin, mais même la nef, elle est obligée de mettre une partie de son argent sur les marchés financiers. Enfin, après, elle met son argent aux caisses d'épargne, au crédit coopératif, mais parce qu'elle n'a pas le choix, en fait, parce qu'elle a pas assez de personnes qui font des emprunts. Voilà. Donc tout le monde, en fait, coincé dans une logique délétère, mais voilà, et c'est pour ça qu'en fait, on le verra plus tard, mais la Gonette est vraiment dans une logique de transition. C'est-à-dire que tout le monde, là où il est, essaie de faire un pas de plus chaque année pour aller vers la transition écologique. Et il faut savoir que tout le monde est coincé, en fait. Et il faut pas se coincer dans une logique des gentils et des méchants, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Le point suivant, c'est fondamental, c'est l'éducation populaire. C'est que moi, avant de m'intéresser aux monnaies locales, je ne savais même pas comment était créé l'argent. Donc je suis vraiment un exemple de personnes qui ont appris par lui-même. Et dans les monnaies locales, c'est beaucoup de ça. Il y a très peu d'économistes et de financiers dans les monnaies locales. Il y a des profs, il y a des comptables, il y a vraiment de tout, quoi. Donc, il y a même des chimistes. C'est très, très, très divers. Mais parce qu'on a appris par nous-mêmes, et du coup, on arrive mieux à expliquer peut-être qu'un économiste, parce que du coup, nous, on fait partie de ceux qui comprenaient rien comme les autres. Et du coup, on essaie d'expliquer de manière compréhensible pour les gens comme nous. Voilà. Et du coup, c'est une des missions des monnaies locales, c'est qu'on fait énormément de pédagogie, et c'est peut-être une des missions les plus importantes en réalité, actuellement en tout cas, parce qu'on n'a pas une grosse incidence économique pour le moment, mais en tout cas, au niveau pédagogique, on est assez bon, hein, avec toutes les vidéos qu'on fait. Et le dernier point, c'est le laboratoire démocratique des monnaies locales, puisque les projets de monnaie locale sont extrêmement à cheval sur la gouvernance, parce qu'on a vu les dérives qui peuvent se passer quand on n'est pas vigilant à ça. On a vu il y a même des excellents cas comme la Caisse d'épargne dont j'ai parlé, le Crédit Agricole, qui est toujours d'ailleurs une banque coopérative, qui était à l'époque de leur création déjà en lutte contre Wall Street, qui voulait pouvoir financer l'agriculture et pas dépendre des grandes banques. Et vous voyez, comme ils n'ont peut-être pas été suffisamment vigilants sur leur gouvernance, et du coup, même le Crédit Agricole se retrouve exactement dans la même logique que les grandes banques. Donc, on peut très vite dériver, même quand on est très bien intentionné. Donc, il faut être extrêmement vigilant à la gouvernance. Et du coup, et aussi, c'est un super laboratoire, parce que pour les monnaies locales, la plupart des monnaies, notamment, ne serait-ce que pour trouver le nom de la monnaie, il faut faire des consultations. Donc, on apprend à consulter, on apprend à prendre des décisions collectives, on apprend des tas de choses, parce qu'on a un peu l'obligation de toujours être à l'écoute des citoyens et de montrer qu'on est vraiment leurs intermédiaires. Voilà. Et de plus, quand les citoyens se rendent compte que leur voix est écoutée, du coup, ça crée de l'adhésion. Donc la personne qui a choisi le nom de la Gonette à Lyon, je suis sûr qu'il utilise la Gonette, quoi. Voilà, toutes les personnes qui ont voté pour choisir la Gonette aussi, plus on s'implique, et plus on sent que ça a de l'impact, et plus, voilà, c'est une boucle. Et alors, le schéma de fonctionnement au niveau ingénierie financière, comment ça marche une monnaie locale. Donc voilà, tout commence par... donc ça c'est vous, hein, l'heureux utilisateur qui sort de la conférence et il dit ça y est, là j'ai tout compris, mais il faut absolument que je prenne des annuels. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc je vais aller au distributeur, je vais peut-être prendre 50 €, je peux même prendre 100 €, allez, je suis courageux, là je me sens motivé. Donc je vais sortir 100 € du système bancaire, hein, quand même, hein, et je vais le changer en annuel, voilà, en monnaie locale. Donc vous allez dans un des comptoirs de change, hein, ils vous expliqueront certainement après. Et ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez ensuite aller dépenser vos annuels sur ça c'est le territoire. Donc ça c'est tous les professionnels du territoire, hein. Donc vous allez dépenser, l'épicier c'est souvent le premier intermédiaire. Donc l'épicier il va payer son comptable, on l'a vu, le comptable il va payer la boulangère elle va acheter du vin. Voilà, donc chacun réussit à écouler ses annuels au suivant. Là, il va payer son graphiste. Et puis,
Et le graphiste, il va retourner à l'épicerie. Et vous voyez comme en fait, la monnaie, elle peut tourner en boucle. Il faut savoir qu'un billet de 50 annuels, donc 50 € changés en 50 annuels, qui fait... Il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites une transaction, vous augmentez le PIB de 50. Là, si c'est un billet de 50. Donc là, ça fait 50, 100, vous calculez. Et si vous faites 10 transactions, vous avez créé un PIB de 500. Et c'est un PIB qui est vraiment vert pour le coup, parce que c'est un PIB qui est non seulement local, mais en plus dans un réseau de valeur. Donc vous créez de la croissance, mais de la croissance sélective qui reste sur votre territoire et qui reste vraiment dans un réseau qui porte vos valeurs. Vous voyez la logique ? C'est la circulation de la monnaie qui crée la richesse. C'est pas simplement d'avoir de la monnaie, mais il faut qu'elle bouge. C'est comme les électrons en chimie. Hein. Les électrons, plus ils tournent vite dans le fil électrique, plus ça fait de la lumière vive. Vous voyez ? Il y a des logiques et ça marche. L'eau, c'est pareil. Hein. Plus l'eau tourne vite, plus ça fait tourner le moulin, plus ça crée de l'électricité. Ça, c'est une loi de la nature, en fait. Hein. C'est la notion de circulation. Donc, il faut que la monnaie circule et qu'elle circule le plus possible. Et alors ça, Wall Street, ils l'ont compris. Hein, quand je vous dis qu'ils font 7000 transactions par seconde, c'est qu'eux, ils sont conscients des lois de la nature. Hein, c'est que ça crée énormément de richesse de faire tourner l'argent. Mais il faut qu'il tourne dans l'économie réelle. Je vous ai dit, il y a 2 sphères étanches. Il faut que ça tourne dans notre sphère à nous. Voilà. Donc en fait, en utilisant les monnaies locales, vous démultipliez l'impact de votre euro, en fait. Ça l'augmente. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Et le deuxième, parce que ça ne s'arrête même pas là, attention, accrochez-vous, c'est que vos euros, je vous l'ai dit tout à l'heure, vos 50 €, non seulement vos 50 €, vous le gardez en pouvoir d'achat, parce que vous allez dépenser 50 annuels, donc vous n'avez pas perdu en pouvoir d'achat, mais en plus, vos 50 €, ils vont être placés sur un fonds éthique dans une banque responsable. C'est-à-dire que c'est comme si à la fois vous dépensiez votre argent et en même temps vous l'épargniez dans une banque éthique. Là, c'est de la magie. Bon, c'est pareil, les marchés financiers, ça s'appelle la titrisation chez eux. Donc, ils l'ont compris juste avant nous, mais on utilise les mêmes logiques pour démultiplier l'impact de la monnaie. Donc, il y a une fourche là, et ce qui est génial, c'est que la banque responsable, on l'a choisie justement parce qu'elle investit dans l'économie réelle. Du coup, cette banque, elle va placer son argent dans le même territoire. Elle va soutenir donc tous les acteurs du territoire, les commerces qui ont besoin d'investir pour agrandir leur magasin, parce qu'il y a tellement de nouveaux clients qui sont obligés d'ouvrir une nouvelle aile, voire un nouveau magasin. Voilà, donc c'est une boucle vertueuse avec des effets démultiplicateurs. Donc le premier, c'est le x3, et ça c'est la fourchette basse. Hein. C'est l'effet démultiplicateur du fait que la monnaie circule longtemps sur le territoire. Il faut savoir que l'euro, il a une moyenne de 2,6. L'euro, au bout de 2,6 transactions, il quitte le territoire. Et les monnaies locales, elles peuvent rester beaucoup plus longtemps puisqu'elles ne peuvent pas quitter le territoire. Mais par contre, il faut être vigilant parce que le point de fuite, la gonette, enfin les monnaies locales peuvent quitter le territoire quand les commerçants reconvertissent les annuels en euros. Et donc ça c'est le point où vous devez être vigilant. Alors s'il y a des commerçants dans la salle, il faut vraiment éviter ça parce que ça démoralise tout le monde. Hein. Il faut absolument faire en sorte que les commerces soient accompagnés pour faire circuler la monnaie dans le territoire et surtout pas le reconvertir en euros. Donc il faut mettre des salariés pour les aider parce qu'ils n'ont pas le temps non plus, eux. Personne n'a le temps de nos jours. Donc il faut les accompagner, il faut surtout leur expliquer quand ils rentrent dans le réseau que voilà, on va les aider ça serait mieux qu'ils ne le fassent pas et qu'ils réfléchissent en amont où est-ce qu'ils vont dépenser leur argent. Bon, mais c'est ça. Bon, il y en a toujours qui vont le faire, mais il faut essayer de réduire ce chiffre le plus possible. Et le deuxième effet de multiplicateur, c'est vraiment l'effet x2 du fait que vous dédoublez, vous fourchez votre argent ici et que ce que je vous expliquais. Et ce que j'ai rajouté, parce que on peut encore augmenter le potentiel des monnaies locales, parce que ça n'a même pas 10 ans, hein, c'est encore à la phase expérimentale. C'est pour ça qu'il faut se garder de tirer des conclusions trop hâtivement. Il faut se souvenir des débuts de l'aviation. Hein. Les premiers avions, ils ont fait 15 mètres. Hein. Ils n'ont pas traversé l'Atlantique tout de suite. Donc il faut vraiment voir la monnaie locale comme une idée à développer et à optimiser. Les monnaies locales vont sûrement évoluer encore dans le temps. Et notamment, pour moi, la prochaine évolution, c'est justement l'entrée en scène des collectivités territoriales, parce qu'elles peuvent jouer un rôle décisif, parce que d'une part, on est sur les mêmes valeurs, sur les mêmes missions, c'est-à-dire que en fait, les collectivités, elles veulent la même chose que les monnaies locales. Elles veulent soutenir le commerce de proximité, elles veulent soutenir l'écologie, les circuits courts. Voilà, donc on est sur les mêmes bases, donc c'est pour ça qu'on peut discuter ensemble. Mais si les monnaies locales, les collectivités, par exemple, elles changent, parce qu'elles ont quand même plus de moyens que les monnaies locales, elles peuvent changer par exemple 100 000 € en 100 000 annuels, et par exemple, elles peuvent distribuer contre des éco-gestes à des citoyens.
Par exemple, moi, je fais mon compost sur mon balcon plutôt que de jeter mes épluchures à la poubelle. Et on discute de ça à Lyon en ce moment. Et ben, à chaque fois que je ramènerai 3 kilos de compost à la mairie, et ben, ils me donneront peut-être 10, 15 gonettes pour me récompenser du fait que j'ai allégé mes poubelles et que ce compost peut être utilisé pour l'agriculture biologique sur le territoire. Donc il est valorisé, le compost, comme mon argent. Et voilà, du coup, moi je reçois 15 gonettes et cet argent, je vais le dépenser pour soutenir le commerce de proximité. Donc vous voyez comme c'est vraiment génial. C'est un très très bon usage de l'argent public. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Il y a notamment, on a eu la chance aussi, comme en région, en Normandie, c'est qu'en Rhône-Alpes, on a eu un conseiller régional qui s'appelle Cyril Kretschmar, que vous connaissez peut-être, qui a compris très rapidement les monnaies complémentaires et qui a soutenu en Rhône-Alpes pour donner des subventions aux monnaies locales. Et il l'expliquait du coup bien. Et ça a énormément aidé les projets comme la Gonette, on a reçu 45 000 euros de financement de la région, et ça nous a beaucoup aidé, notamment on n'aura pas pu avoir de salariés ni de local. Donc quand les collectivités comprennent cette logique, en général, ils adhèrent et ils soutiennent, parce qu'en fait, ça permet à tout le monde, en fait, tout le monde est saoulé de Wall Street, hein, y compris les collectivités, elles ont fait des emprunts toxiques qui les ont endettés, donc en fait, on est tous à la même enseigne, on a tous envie de reprendre le contrôle de nos territoires. Donc voilà, donc vous avez de la chance d'avoir. C'est chouette que vous soyez là parce que de pouvoir discuter, c'est important, de sortir des clichés et de discuter justement de comment on s'organise. Donc le cas de la Gonette, et je vais accélérer un peu. Hein. Quelqu'un surveille le temps? On est dans les choux, ouais. Bon, j'accélère, mais bon, donc la Gonette, en fait, si je suis là ce soir, c'est aussi parce que c'est ce qui s'est passé. Donc là. C'était mon homologue, donc c'est Frédéric Bosquet qui venait de Toulouse, du Sol Violette, qui venait de démarrer en 2011. Et il est venu à Lyon, donc c'était pas cette soirée-là, mais il y avait une conférence où il y a eu 100, 200 personnes. Il a expliqué, il est venu avec Andrea Caro d'ailleurs, que vous connaissez peut-être certains. Ils sont venus à Lyon pour présenter le Sol Violette. Et ça a vraiment fait réfléchir les Lyonnais. Et sur les 200 qui étaient présents, il y en a une vingtaine qui ont laissé leur mail en se disant, on aimerait bien réfléchir, est-ce qu'on se lance à Lyon ou pas? Bon, ça mérite réflexion. Hein. Et du coup, mais c'est là que ça a planté la graine à Lyon de la future Gonette. Et ça marche beaucoup par contagion, des monnaies locales qui vont en parler ailleurs et qui vont donner envie aux autres. Et c'est important de le faire. Hein. Donc ça a commencé fin 2011 à Lyon. Donc, et du coup, ça a mis 4 ans avant que les Gonettes, voilà, les belles Gonettes sortent à Lyon sur le territoire en fin 2015. Donc je vous rassure, de nos jours, ça va plus vite. Hein. Plus le temps passe et plus... maintenant, il faut à peu près 1 ou 2 ans de gestation. Mais ça prend toujours un peu de temps pour s'organiser. Rien que trouver le nom, ça nous a pris 6 mois. Trouver le logo, encore 6 mois. Tout prend du temps, surtout qu'on n'a pas beaucoup de sous et qu'on base sur le bénévolat. Donc, mais même sans ça, de toute façon, la démocratie, il faut s'habituer au fait que la démocratie prend du temps et que ce sera toujours comme ça. Donc, il faut s'y faire. Hein. Mais il faut changer de temporalité. Donc ça, c'est le recto. Donc nous, on a choisi de mettre des illustres lyonnais. Donc là, on a une célèbre résistante lyonnaise qui s'appelle Lucie Aubrac. Et sur le verso, on a mis un citoyen lambda, un héros du quotidien, qui œuvre chaque jour pour peut-être un futur héros, hein, qui sera peut-être un jour sur le... il est déjà sur le billet pour le coup. Et on a mis aussi des passerelles pour symboliser la transition, en fait, qu'on est en fait en ce moment en pleine mutation, de changement de paradigme d'une société productiviste compétitive à une société de coopération qui est vigilante sur l'environnement et voilà, qui a une conscience beaucoup plus large. Voilà. Donc on est en train de faire ce basculement tous ensemble, hein, qu'on le veuille ou pas, je dirais. Voilà. Et ça, c'est notre territoire. Donc on est présent sur toute la métropole de Lyon et on a même tout le Beaujolais. Voilà, les vignobles du Beaujolais sont avec nous. Donc on occupe à peu près plus de la moitié du Rhône. Hein, donc on est sur un demi-département. Donc ça, c'est notre gros poussin. Ça, c'est le macaron que vous verrez sur nos vitrines. Ici, je peux payer en gonette. Et notre slogan, c'est vraiment la transition est entre mes mains, parce que véritablement, quand vous utilisez la monnaie locale, c'est le principe du colibri. Hein. C'est vraiment une goutte, mais à chaque goutte que vous faites, ça accélère le basculement. Vous voyez, donc il faut vraiment penser comme ça.
Parce que même quand on a l'impression que ça sert à rien ou que il faut continuer quoi qu'il arrive. D'accord? Donc ça, c'est l'équipe de la Gonette. C'était début 2016. En fait, on se réunit en début d'année pour définir ensemble les objectifs de l'année. En fait, on utilise une méthode qui est géniale, qui vient d'Australie, qui s'appelle Dragon Dreaming, qu'on a traduit dans Le Rêve du Dragon. Vous irez voir rêvedudragon.org. C'est une méthode en 4 étapes: rêver, planifier, faire et célébrer. Donc là, on a fait les 4 étapes en 2 jours. Donc on a rêvé 2016 tous ensemble, je vais y arriver. Et ça, rêver ensemble, c'est super important parce qu'en fait, il se passe des choses de se dire de quoi je rêve, de partager son rêve et d'écouter les rêves des autres. C'est extrêmement contagieux et ça remobilise tout le monde parce que du coup, on rêve de trucs complètement fous, mais le fait de le rêver en groupe, d'un seul coup, ça devient impossible. Oui. Une fois que le rêve est fait, de le transformer en plan d'action, tous ensemble. Et ensuite, une fois que le plan d'action est fait, chacun peut choisir ce qu'il va faire. C'est la partie action. Et ensuite, la partie célébration, c'est aussi de célébrer. De célébrer, c'est à la fois de prendre le temps de regarder tout ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on a la fâcheuse habitude de regarder tout ce qui reste à faire. Et il reste beaucoup de choses à faire. Mais on a aussi fait plein de choses. On a trouvé un nom, on a réussi à sortir le billet, on a réussi à avoir plein de professionnels. Il faut prendre le temps de célébrer et de célébrer aussi tous les gens qui sont là avec nous, les choses qu'on a apprises. Oui, donc, ces 4 étapes sont fondamentales. Et franchement, cette méthode, elle est hyper galvanisante pour tout le monde. Donc, je vous encourage à faire un week-end Rêve du Dragon tous les ans. Ça, c'est on avait fait une enquête au sein des membres actifs pour voir, parce qu'on était intrigués quand même. Qu'est-ce qui fait que des bénévoles viennent passer des heures pour faire un projet un peu conceptuel? Donc, et en fait, on a été très étonnés de voir que, je vous laisserai lire, mais les vraies raisons qui amènent les gens dans les monnaies locales, c'est le fait de vouloir guérir le système, d'avoir compris qu'il y avait un grave problème systémique à rectifier. Et la deuxième chose, c'est de vouloir reprendre du pouvoir d'agir et faire société. Donc c'est véritablement la démocratie qui attire les gens plus que l'économie, en fait. Et ça, c'est important de le comprendre, et c'est pour ça que c'est des laboratoires démocratiques, parce que ceux qui viennent dans les monnaies locales, en général, ils sont à l'affût de trouver des outils démocratiques. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des collectivités, parce que du coup, on peut apprendre, parce qu'ils ont déjà de l'expérience dans certains processus, et puis on s'apprend mutuellement, en fait, et on peut aller beaucoup plus loin quand on travaille en groupe avec des acteurs économiques, des citoyens, des collectivités, et y compris des banques. D'un seul coup, on peut tout faire. Donc la gouvernance de la Gonette, justement, en parlant de laboratoire, on essaie de faire un système avec des collèges, dans l'idée que toutes les parties prenantes du territoire soient représentées et puissent réfléchir. Donc on a le collège des salariés, des partenaires, des utilisateurs, des sages. Les sages, c'est souvent les fondateurs ou des personnes en qui on a vraiment confiance. Les collectivités, les collèges des institutionnels. Donc je ne sais plus quelle est la distinction, vous allez me dire, entre institutionnels. C'est probablement plutôt les financiers. Et puis là, le dernier, c'est les membres d'honneur, personnalités qualifiées. Donc là, c'est beaucoup, notamment des chercheurs. On a pas mal de chercheurs à Lyon qui étudient les monnaies locales. Et du coup, on aime bien avoir un collège pour eux, pour qu'ils puissent aussi donner leur regard un peu académique. Et en fait, il y a des représentants en fait, dans le conseil des collèges qui donnent les orientations vraiment sur le long terme. Donc ça, c'est sur la partie législative, je dirais, et il y a la partie ensuite exécutive. Et là, c'est plutôt les salariés, les bénévoles actifs, les services civiques qui se réunissent une fois par semaine pour faire une réunion de coordination et puis une fois par mois pour faire un comité de pilotage. Voilà. Donc, mais voilà, mais en tout cas, et ce que je vous dis là, ça va certainement bouger dans le temps. Parce qu'en fait, nous, on propose ce système de collège, mais après, il faut que les acteurs s'approprient les collèges. Parce que si on fait ça et que, en fait, personne vient en réunion de collège, et en fait, le vrai défi de la démocratie, il est vraiment là, c'est de faire en sorte que les gens s'approprient leur démocratie. Et je pense que les collectivités l'ont compris quand ils essaient de faire des conseils de quartier ou autres, c'est que des fois, il y a 10 personnes et c'est souvent les mêmes. C'est très difficile de mobiliser les personnes pour ce genre de choses. Donc voilà, mais ça fait partie du laboratoire en tout cas. C'est un idéal. Alors pour vous donner les chiffres à jour, actuellement on a 280 professionnels
dans une énorme diversité, hein. Il y a un tiers d'alimentaire, on a énormément de thérapeutes en tout genre, on a énormément de services, ça va du garagiste à l'expert comptable, en passant par l'accordeur de piano, donc il y a de tout. On peut même payer son électricité en Gonette depuis quelques semaines grâce à Énergie d'ici. Et on est en discussion avec Enercop aussi pour faire en sorte qu'Enercop accepte les Gonettes. C'est plus compliqué au niveau parce qu'ils utilisent beaucoup de paiements électroniques. On a à peu près 2 nouveaux pros par semaine. Les utilisateurs, on est à 1600 utilisateurs avec une moyenne de 25 de plus chaque semaine. Et on a donc 100 000 Gonettes en circulation et on a 70 comptoirs de change pour que les gens n'aient pas besoin d'aller trop loin pour faire du change. Et nos défis et les perspectives pour la Gonette en ce moment, c'est vraiment de continuer le développement du réseau parce que même si on a 280 pros, la métropole, c'est très très grand. Donc on aimerait faire en sorte qu'il y ait une épicerie et une boulangerie dans tous les quartiers, quoi. Donc ça prend beaucoup de développement. Le renforcement du maillage et la circulation de la monnaie, ça c'est un énorme enjeu cette année pour nous, c'est de faire en sorte que les commerçants ne ramènent pas leurs Gonettes mais les fassent circuler dans le réseau. Donc ça, essayer d'y penser le plus tôt possible parce qu'une fois qu'ils ont pris des habitudes, c'est difficile, donc il vaut mieux qu'ils prennent tout de suite de très bonnes habitudes. Fidéliser les utilisateurs, c'est un vrai défi puisque donc au début, il y a l'enthousiasme, on veut essayer la monnaie locale, tout le monde trouve ça génial, mais après, c'est comment faire pour que ça reste dans le temps, pour qu'ils changent des Gonettes tous les mois. Donc l'électronique va peut-être faciliter, mais ça, c'est un vrai enjeu pour que les gens vraiment s'installent dans cette habitude aussi. Le développement de la monnaie numérique, ça on est en plein dedans à la Gonette, mais c'est national. Alors, je veux dire, la plupart des monnaies aujourd'hui sont dans cette réflexion. Il y a les Basques, le Schko qui ont démarré, la Sonnante, il y a le Léman, ils le lancent dans quelques semaines. Donc ils commencent à avoir des projets qui ont leur monnaie numérique en plus de leur monnaie papier. C'est important d'avoir les deux en tout cas, hein. Je vous invite à avoir une monnaie papier plus numérique. Mais voilà, donc on en saura vraiment, là c'est de l'histoire contemporaine, on en saura plus dans 6 mois. Et puis, les partenariats avec les collectivités, c'est vraiment le grand défi pour moi en ce moment, parce que le jour où on pourra non seulement payer les collectivités, mais qu'on pourra payer ses impôts locaux, que les collectivités pourront payer les salariés, donner des subventions en monnaie locale, on va arriver dans des trucs de fou, quoi. On pourra aller à des trucs extrêmement ambitieux, quoi, pour accélérer encore la transition. Là, j'en profite pour vous inviter, parce que donc, la Gonette fête ses 2 ans le 18 novembre. On est invité à la mairie de Lyon, d'ailleurs. Donc on est en partenariat avec la mairie, et du coup, donc le samedi 18 après-midi, on va faire un bilan vraiment. Donc là, c'est un bilan rapide, mais vous aurez un bilan beaucoup plus conséquent de la 2e année de la Gonette. Et puis on va ouvrir à la fin sur justement une table ronde sur monnaie locale et collectivité territoriale. Quelle synergie pour quel développement du territoire. C'est beau, hein? Voilà, donc on va ouvrir la discussion. Donc le mouvement Sol sera présent. On va inviter, on invitera toutes les monnaies locales qui le souhaitent, pour que notamment les monnaies locales qui ont déjà des partenariats puissent témoigner de ce qu'ils font déjà, ce qui est possible, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Si on peut avoir même des acteurs des collectivités aussi, ce sera bien pour témoigner. Et je vous dis juste, ça va être assez succinct quand même, parce que ça va durer 2 heures en tout, donc on ne va pas aller très très loin. Ce sera un peu une mise en bouche, parce que la vraie table ronde, elle aura lieu en mars 2018. C'est le mouvement Sol qui va l'organiser. On ne sait pas encore où ça va être, mais et ce sera réservé, je crois que ça va être réservé aux acteurs des collectivités. Ce sera peut-être ouvert aux acteurs des monnaies locales, probablement, mais là, il y aura vraiment, ce sera sur une journée complète. Donc notez-le, en tout cas, mars 2018. C'est important qu'il y ait un maximum d'acteurs des collectivités, parce que d'un seul coup, on pourra... Quand ils parlent entre eux, c'est encore plus efficace, parce qu'ils connaissent bien le jargon, comment on peut déverrouiller, tout ça. Et juste pour terminer, c'est mes 2 dernières slides. C'est une promesse. Donc, en fait, ce qui est déjà possible, on a la mairie du 1er arrondissement qui vient de rentrer dans le réseau Gonette, c'est-à-dire qu'ils ont payé leur adhésion comme un pro. Ils ont donné 600 € pour adhérer à la Gonette. Et du coup, on va pouvoir payer, par exemple, la location de salle sur le 1er arrondissement en Gonette. Donc, voilà, c'est déjà une réalité, et ça, il y a déjà une dizaine de communes en France qui ont réussi à faire ça. On peut payer les services municipaux. L'exemple au Pays Basque, on peut payer la piscine en Eusko, et je crois qu'il y a d'autres choses qu'on peut payer aussi.
Les chèques cadeaux, ça, on a fait des tests avec la région Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'en fait, en fin d'année, on a fait une expérience pilote l'an dernier. C'est-à-dire que les salariés de la région avaient le choix en fin d'année entre leur chèque cadeau habituel pour Noël. Je crois que c'est Calidea ou je sais plus lequel ils ont. Ils avaient le choix entre prendre un chèque cadeau habituel ou des gonettes ou des élèves parce que c'était sur Chambéry et Lyon. Et du coup, il y a une cinquantaine ou centaine de salariés qui ont choisi les monnaies locales. Et du coup, ils ont reçu... ça, c'est chouette parce que c'est des personnes qui ne seraient pas forcément venues. Mais du coup, ils ont reçu peut-être 50 ou 100 gonettes. Et du coup, ils les ont dépensées. Et ça permet de faire entrer des personnes qui sont un peu plus éloignées. Et puis, ça permet à la région de rester liée avec le projet et de soutenir. Donc, cette année, la région est revenue vers nous. En fait, ce n'est pas la région en tant qu'institution, c'est le comité d'entreprise qui s'appelle Oscar, qui gère ça, en fait. Donc, c'est le... Mais ça, c'est des choses vraiment intéressantes qui ont déjà été testées et qui sont intéressantes à reproduire. Toulouse ont réussi à distribuer des aides sociales en sol violette ils ont transformé de l'argent de la mairie, de l'argent public en sol violette qu'ils ont distribué aux maisons de quartier. Donc il y a des chômeurs qui recevaient en plus de leurs aides sociales, une vingtaine de sol violettes chaque mois qu'ils allaient dépenser dans les épiceries. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet aux personnes qui ont des revenus plus bas de pouvoir quand même manger des choses de qualité et puis de pouvoir fréquenter aussi ces magasins. Il ne faut pas se cacher que le Biocoop, c'est un petit peu plus cher que Lidl. Donc voilà, le fait que la collectivité soutienne ces changements d'habitude, c'est intéressant. Et la dernière chose qui marche, c'est la valorisation d'éco-gestes. Ça, c'est la roue en PACA dans le sud. Ils sont en train de tester ça avec la région, justement, région PACA. De changer 50 ou 100 000 euros en roues et qui sont distribués. Par exemple, si vous faites du covoiturage ou si vous prenez votre vélo pour aller au travail ou si vous aidez des personnes âgées à faire leurs courses ou vous faites votre compost, comme je disais tout à l'heure. Il y a plein de gestes que la région a dans sa responsabilité et du coup d'encourager les citoyens à le faire en les valorisant avec des monnaies locales. Et ça, c'est génial parce que une autre mission de la région, c'est justement de soutenir l'économie, comme je vous disais. Donc en fait, ça boucle une boucle vertueuse. Et ça, là, il y a de plus en plus de régions qui commencent à comprendre ça, et tant mieux. Et donc là, les choses qui restent encore à faire évoluer, c'est donc payer ses impôts locaux. Alors les Anglais, ils ont réussi. Là, ils sont devant nous, je dois dire. Nous, en France, c'est pas encore possible. Il y a c'est le trésor public, hein, donc pour ceux qui travaillent dans le trésor public, on cherche des appuis en interne. Parce qu'en fait, souvent, des fois, encore une fois, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que des fois, c'est des problèmes juridiques, des problèmes comptables, des problèmes que c'est pas compatible. Donc il faut juste trouver des solutions techniques souvent. Après, il faut avoir la volonté, quand même, un minimum. Les subventions, ça, je n'ai pas connaissance, même en Angleterre, qu'ils aient fait ça, mais ça, je trouve que c'est une idée géniale. On donne de l'argent public qui revient, en fait, en boucle. Et puis, les salaires. Ça, les Anglais, alors le maire de Bristol se fait payer intégralement en Bristol Pound. On n'a pas de maire en France qui le font, mais c'est parce que, là, pour leur défense, c'est que c'est pas encore possible. Mais en tout cas, ça serait quand même symboliquement assez intéressant. Pour la com, c'est génial, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, là, je vous dis ça, mais il y a des tas de choses à inventer. Hein. Et je crois que c'est ma dernière diapo pour dire que justement, les monnaies citoyennes peuvent être paramétrées sur mesure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut les axer plutôt environnement, plutôt économie de proximité, plutôt culture. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec des réglages. Et puis, du coup, ça permet d'implémenter ou d'augmenter l'impact des politiques publiques qui sont retenues sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion de synergie, elle est vraiment réelle entre ces deux types d'acteurs. Et ça, c'est au cas où vous voudrez suivre la gonette de loin. Alors, ça, c'est parce que c'est ma diapo, je présente aux Lyonnais d'habitude. Hein. Donc, vous pouvez nous liker sur Facebook, nous suivre sur Twitter. Là, par contre, YouTube, ça peut vous intéresser parce qu'on a des dizaines de vidéos qui concernent la finance, les monnaies locales, et pas que la gonette, donc ça peut intéresser la Niel ou les acteurs d'ici, si vous voulez continuer à vous documenter. Et puis, notre newsletter, ça, si vous voulez nous suivre tous les mois, vous pouvez, hein, bienvenue. Et voilà, et j'ai terminé. Et merci à tous.